Vous écoutez RIG sur le 90.7, tout de suite votre magazine Santé et Société. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous avez bien raison, à présent, nouvelle édition de votre magazine Santé et Société. Aujourd'hui, nous abordons le 4e volet de notre série d'émissions consacrées à la santé mentale, réalisée en collaboration avec le centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons aborder la psychiatrie de transition. Alors cela ne vous parle peut-être pas encore, mais nos invités du jour vont tout nous expliquer. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Florence Josse. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, le docteur Alexandra Bouvard. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais peut-être déjà... Alors, vous avez chacune vos spécialités, chacune vos postes. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Alors, docteur Bouvard, on commence par le docteur Bouvard. Bonjour, donc je suis Alexandra Bouvard, je suis psychiatre sur le centre hospitalier Charles Perrins et en particulier je travaille sur le service EMSI2, donc qui est l'équipe mobile de soins intensifs et initiaux. On travaille d'ailleurs toutes les deux avec Florence. Alors, service EMSI2 dont on parlera dans le courant de cette émission. Et donc, à vos côtés, donc je le disais, Florence Josse. Et donc, moi, je suis Florence Josse, je suis infirmière en pratique avancée. Qu'est-ce que c'est une infirmière en pratique avancée ? C'est une infirmière qui, après plusieurs années d'exercice, a repris ses études pour faire un diplôme supplémentaire sur 2 ans d'équivalent master qui lui permet d'augmenter ses compétences à la fois dans le champ infirmier et dans le champ aussi médical, et donc de suivre des patients et de gérer leur traitement, de gérer leur suivi et la surveillance de leur état de santé. Alors, je le disais il y a quelques instants en introduction, la psychiatrie de transition, c'est un mot qui va peut-être pas parler à nos auditeurs, peut-être pas à moi non plus d'ailleurs. Justement, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est cette psychiatrie de transition. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la psychiatrie de transition, finalement, c'est un terme assez large, effectivement. La transition, c'est quoi ? C'est un passage d'un état à un autre. Et en psychiatrie, en fait, ça peut désigner l'entrée dans un trouble. Mais on peut aussi l'utiliser au-delà de la pathologie pour désigner une tranche d'âge à part entière, qui est en fait cette tranche d'âge entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc, en fait, finalement, cette tranche d'âge qui est entre 16 et 25 ans. Donc c'est une tranche d'âge vraiment à part entière qui se distingue de l'adolescence et de l'âge adulte sur les plans biologiques, sur les plans sociaux, sur les plans psychologiques. Et c'est aussi le moment de rupture et de changement dans l'organisation des soins. C'est-à-dire que c'est le moment où on va quitter les services de pédiatrie ou de pédopsychiatrie pour arriver dans les services adultes. Et donc ça, c'est un peu dans toutes les branches de la médecine. Et en fait, ce qu'on voit depuis plusieurs années, c'est se développer des services, des dispositifs qui prennent en charge les jeunes à l'âge de transition, spécifiquement sur cette tranche d'âge, pour répondre à leurs besoins, qui sont en fait des besoins particuliers, spécifiques. Alors, je voudrais qu'on dresse un constat. On vient de débriefer un petit peu sur ce qu'est la psychiatrie de transition. Alors, avant de dresser le constat, je voudrais partir d'un rapport qui a été publié par Nightline Europe, qui est un réseau européen d'associations pour améliorer la santé mentale des jeunes, qui a publié en 2025 un rapport sur la santé mentale étudiante, donc les 18-24 ans. On est bien dans cette tranche d'âge de transition, en Europe et en France. Alors, ce rapport s'appelle « Mieux comprendre pour mieux agir ». Le taux de pensée suicidaire chez les 18-24 ans a notamment augmenté de 218% chez les 18-24 ans en France, et entre 2014 et 2021. Alors, partant de ce constat, je me suis demandé, mais dans quel état est la santé mentale des 16-25 ans aujourd'hui ? Quel constat est-ce que vous dressez ? Et effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé à juste titre, alors que ce soit la santé mentale des étudiants, comme par exemple dans l'étude de Nightline, mais aussi la santé mentale des jeunes de façon générale, et de cette fameuse tranche d'âge de la transition. Mais déjà, selon l'EMS, on peut dire qu'un jeune sur 7 actuellement souffrirait d'un trouble de santé mentale, donc ce qui est quand même très conséquent. Ça représente 15% de la morbidité, c'est-à-dire des conséquences de pathologie, quelle qu'elle soit, pour la tranche d'âge, donc devant d'autres troubles chroniques, comme par exemple les pathologies cardiovasculaires, les pathologies rhumatologiques, etc. Donc c'est considérable. Le suicide, vous en parliez, mais c'est actuellement la 3e cause de décès chez les 15-29 ans, et en revanche,
revanche, on constate en effet une augmentation des passages aux urgences pour des conduites auto-agressives, donc des gestes suicidaires, des scarifications, etc., qui est d'autant plus marqué chez les jeunes femmes. Et voilà, ça c'est quelque chose qui effectivement, on va dire, se majore et s'aggrave ces dernières années. Vous diriez que la santé mentale de ces jeunes se dégrade ? On a quand même aujourd'hui effectivement pas mal d'indicateurs qui peuvent nous dire que sur certains types de troubles de santé mentale, on a une dégradation. Peut-être pas sur tous, je pense qu'on vous en reparlera tout à l'heure, mais très clairement ce qui semble se dégrader le plus, c'est tout ce qui va toucher les troubles émotionnels, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'anxiété, les troubles anxieux, qui sont quand même parmi les troubles les plus fréquents, et la dépression, clairement, avec les conduites suicidaires qui peuvent y être associées. Alors, si vous voulez interagir, bien sûr, vous pouvez, n'hésitez pas. Je voudrais alors, ma question suivante, elle va concerner les facteurs de dégradation, parce qu'on vient de dire que, effectivement, la santé mentale des jeunes a tendance à se dégrader. Enfin, tous les chiffres qu'on a donnés vont dans ce sens. Est-ce qu'il y a des facteurs alors, je sais que vous parlez de déterminants. Effectivement, c'est ça. En fait, on va parler de déterminants de la santé mentale, parce que la santé mentale, c'est pas lié à une seule cause. C'est pas lié, par exemple, qu'à des facteurs individuels. Donc, il y a des facteurs biologiques, quand même, qui existent, comme la génétique, par exemple. Mais cependant, en fait, ces déterminants, ils se retrouvent aussi beaucoup et plutôt dans les systèmes sociaux, les systèmes familiaux, sociétaux, qui peuvent à la fois constituer des facteurs de protection quand tout marche bien, mais qui peuvent aussi constituer des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de risque. Par exemple, on sait que le statut socio-économique, c'est un grand facteur d'influence sur le niveau de santé mentale. Mais ça va être aussi le fait de pouvoir avoir accès aux soins, accès aux infrastructures, d'avoir la possibilité d'avoir accès aux services sociaux, à l'insertion, à l'emploi, et de vivre dans une société qui offre la possibilité de s'autodéterminer, de faire des choix pour soi-même. Et tout ça joue des rôles très importants sur le niveau de santé mentale des individus. Donc, en fait, finalement, on est dans ces questions de santé mentale. Elles ne concernent pas juste le ministère de la Santé, c'est vraiment des choses qui relèvent de stratégies plutôt interministérielles et donc de stratégies aussi un peu complexes et de beaucoup de travail à tout un tas de niveaux dans notre société. Alors, je sais que les jeunes, c'est une question d'actualité. On sait qu'ils sont notamment les étudiants en situation parfois précaire. Je pense notamment au logement. Là encore, ce sont des facteurs qui sont oui, des facteurs d'anxiété. Voilà, c'est ça. Ça peut être tout à fait des facteurs qui vont influencer la santé mentale parce que ça va être autant de facteurs de stress. Et donc, on va voir qu'en fait, certains jeunes, ils vont effectivement souffrir davantage de troubles psychiques en fonction de leurs conditions de vie, de la stigmatisation, du niveau d'exclusion ou de leur trajectoire de vie. Et donc, par exemple, on sait que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ensuite qui viennent de l'aide sociale à l'enfance, ils ont beaucoup plus de risques de souffrir de troubles psychiques. Ça concerne un jeune sur deux qui viennent de l'aide sociale à l'enfance, mais ça va concerner aussi tous les jeunes qui en fait font partie de minorités, donc les minorités ethniques, les minorités sexuelles, tous les groupes en fait qui souffrent de discrimination sont plus vulnérables aux troubles psychiatriques. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Voilà, et peut-être je me permets aussi de rebondir sur ce facteur, ce déterminant qu'est la stigmatisation, parce qu'on l'a cité, c'est très important, puisqu'il y a plusieurs études aussi qui se sont penchées sur les freins, ce qui empêchait les jeunes d'aller consulter, et clairement on retrouve un peu des choses autour de ce concept de stigmatisation, avec la peur que l'entourage l'apprenne, avec la peur de ce qu'on pourrait leur dire, avec la crainte de ce qui pourrait se passer après dans les prises en charge, et on sait aussi que la stigmatisation et la façon dont les jeunes peuvent l'intérioriser, c'est-à-dire tous les comportements, les attitudes négatives à l'égard d'un groupe de personnes, c'est parfois même plus douloureux que les symptômes de la pathologie elle-même, donc c'est aussi un déterminant, je pense, majeur, et heureusement, je pense qu'il y a tendance à être de plus en plus parlé, évoqué, discuté, etc. Pour vulgariser, c'est le qu'en-dira-t-on. Exactement, un peu. C'est le qu'en-dira-t-on qui devient un fardeau supplémentaire. Voilà, tout à fait, et toutes les attitudes, tous les comportements qui vont aller avec aussi. Alors on comprend bien, ces déterminants sont nombreux, c'est assez complexe à déterminer. Il y en a un qui est venu se rajouter à tout ça.
vous l'avez compris, hein, je vais parler du Covid. On a eu des périodes de confinement. Alors, quelles ont été les répercussions ? Est-ce que c'est venu en plus ? Est-ce que c'est venu cristalliser certains de ces déterminants ? Alors les études concernant la santé mentale des jeunes, en fait, comme le disait Florence, on constate une dégradation déjà préalable en fait au Covid, mais clairement qui s'est accélérée pendant le confinement, pendant la pandémie, etc. Entre autres, surtout, on en parlait tout à l'heure, mais ces fameux symptômes dépressifs et anxieux, c'est surtout ça qu'on a constaté comme dégradation, et on retrouvait des facteurs de risque associés, c'est-à-dire que c'était beaucoup de jeunes qui ont pu constater une augmentation de ces symptômes, mais beaucoup aussi les jeunes qui avaient déjà des troubles mentaux par le passé, des besoins spécifiques, ou encore ceux qui étaient exposés massivement aux médias, aux réseaux sociaux. Et là encore, les études retrouvent plutôt une notion de fracture sociale, c'est-à-dire avec plus de dégradation de la santé mentale dans les familles qui étaient plus vulnérables, plus en difficulté sur les plans du logement, sur les plans économiques, et donc avec des facteurs finalement comme le fait de sortir moins, de voir moins ses amis, d'être plus exposé encore une fois aux écrans, de faire moins d'activités avec les adultes, tout ça a pu être mis en évidence. Alors, le Covid, c'est une chose. Il y a un autre phénomène qui est un phénomène qu'on connaît depuis quelques années maintenant, c'est l'éco-anxiété. Alors, c'est très à la mode d'en parler, on en parle maintenant régulièrement, mais sur cette tranche d'âge, 16-25 ans, est-ce qu'elle est particulièrement notable ? Je sais qu'on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, sur les tranches d'âge différentes. Là, sur la tranche d'âge 16-25 ans, est-ce que ça devient un facteur déterminant ? Alors, l'éco-anxiété, c'est un concept un peu particulier qui ne figure pas dans le DSM-5. Donc, le DSM-5, c'est la grande bible de classification des troubles psychiatriques. On pourrait évoquer une anxiété qui serait une réponse rationnelle et adaptée face à la gravité des problématiques environnementales. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas la pathologiser non plus. D'ailleurs, de façon générale, l'anxiété, c'est aussi une émotion qui a une fonction adaptative et pas forcément un phénomène qu'il faut à tout prix supprimer. Il y a une étude qui a été publiée justement chez les jeunes, entre 16 et 25 ans, dans 10 pays différents, pour avoir un peu une représentativité, qui retrouvent des inquiétudes autour de l'environnement qui sont présents chez presque 90% d'entre eux et très marqués chez 60%. Donc, je pense que quand on est à ces chiffres-là, parler d'un processus pathologique, c'est toujours un peu délicat. Et on retrouvait parmi le profil de ces personnes-là, alors certes, il y a certaines personnes qui souffrent de troubles anxieux, chez qui les problématiques environnementale va se rajouter dans tous les autres thématiques anxieuses, mais aussi d'autres personnes qui n'ont pas du tout une vulnérabilité anxieuse, parmi lesquelles les jeunes, les enfants, et indépendamment, encore une fois, d'un trouble psychiatrique, et les personnes particulièrement connectées à la nature. Madame Josse, si vous voulez intervenir. Oui, je pense que sur ce sujet, c'est important de se rappeler que finalement, la question de l'éco-anxiété, le message clé, c'est de se dire que ce n'est pas un trouble. C'est plutôt finalement une réaction adaptée de personnes qui sont assez informées. Très bien, bon, en tout cas c'était important de le préciser. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On va revenir dans un instant. Après avoir posé le contexte, on va aborder un peu les symptômes, les conséquences de ces troubles. Voilà, j'y arrive. Il fallait que ça m'arrive une fois dans l'émission. Mais c'est pas grave, on revient dans un instant. La société se poursuit. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec nos invités, Florence Josse et le docteur Alexandra Bouvard. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous parlons de la psychiatrie de transition. Alors, on a posé le contexte dans la première partie. On a posé le contexte et le constat. On va aborder à présent les symptômes et les conséquences. Alors, 55%, je donne des chiffres, hein. C'est l'habitude dans cette émission, je donne toujours des chiffres. 55% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. Alors c'est d'après une étude menée par Odoxa pour la Mutualité française. Alors, c'est une étude qui a été menée en septembre 2024. C'était pas si vieux que ça, c'était il y a un an. Justement, ça m'amène à vous demander comment se traduit l'évolution de la santé mentale des 16-25 ans dont nous avons parlé en première partie. Comment ça se présente, comment ça se traduit sur une personne ?
Alors, effectivement, les problèmes de santé mentale, déjà, on peut se dire que ça concerne vraiment tout le monde, toutes les familles, et la plupart des troubles de santé mentale commencent assez jeunes. On dit que 75% des troubles psychiatriques débutent avant 25 ans, et dans leur grande majorité, on est plutôt entre 15 et 25 ans. Là, sur le phénomène qui se passe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est un phénomène d'augmentation, on l'a dit, plutôt des troubles émotionnels, type dépression, type troubles anxieux. Et finalement, les autres troubles, et notamment les troubles du comportement alimentaire, les troubles du neurodéveloppement, comme les troubles du spectre de l'autisme ou encore le TDAH, mais aussi les troubles plus chroniques comme le trouble bipolaire ou la schizophrénie, ceux-là, ils sont sur des évolutions plutôt stables. Donc évidemment, tous ces troubles, ils vont pas du tout s'exprimer de la même façon, hein. Chaque trouble a ses symptômes, a son expression particulière, mais aussi chaque personne a sa façon de vivre ses symptômes et a son système de ressources autour de lui, plus ou moins développé, pour l'aider à vivre ses symptômes. Et donc, finalement, les conséquences, elles peuvent être très variables d'un individu à un autre. Et donc, ça va être... on va aller de conséquences finalement un peu minimes parfois, parce qu'il y a un bon système de soutien, il y a des ressources économiques, il y a une famille qui est pas trop stigmatisante, il y a un entourage qui est proche et un accès aux structures de soins, à des conséquences plus importantes et plus invalidantes. Hein. C'est quand même, les troubles psychiques, une des premières causes d'invalidité. Mais cependant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si les jeunes sont accompagnés, ces conséquences, en fait, elles peuvent rester tout à fait minimes et permettre de fonctionner, de maintenir une vie scolaire, de maintenir une vie et des projets professionnels, une vie amoureuse, une vie familiale, sociale, etc. Quand elles ne sont pas accompagnées, là, ça peut être plus compliqué et effectivement, on peut avoir des problèmes un peu dans toutes les dimensions de la vie, et ça peut aller de problèmes de concentration à beaucoup de douleurs, de souffrances morales, à finalement des problèmes dans les relations, je sais pas, ça peut être du repli, de l'isolement, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir finalement, mais dans tous les domaines de la vie. Alors, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent par rapport... Là, vous venez de citer plusieurs symptômes. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent sur des symptômes qui reviendraient plus régulièrement ? Peut-être pas. Vous pouvez me dire non. Par rapport à la dégradation globale de la santé mentale dont on parlait, très clairement, c'est plutôt les symptômes anxieux et les symptômes dépressifs. Donc, c'est-à-dire, quand on parle des symptômes dépressifs, nous, on fait référence à la tristesse ou au manque de ressenti de plaisir, globalement, qui peut parfois s'accompagner d'un manque de motivation, le sentiment de se sentir un peu ralenti, avec des idées noires, c'est-à-dire de se dévaloriser, de voir les choses un peu en noir, quoi, globalement. Et ça, c'est clairement plutôt ce type de symptômes qui a tendance à augmenter. Alors, quand on s'aperçoit qu'une personne a ce type de symptômes, est-ce que c'est à l'entourage, peut-être, de contacter des professionnels, ou est-ce que c'est la personne en elle-même qui déjà doit sauter le pas et contacter ? Alors tout le monde peut le faire, effectivement l'entourage peut le faire, idéalement la personne peut le faire aussi. Mais c'est peut-être pas toujours évident parce qu'on n'a peut-être pas envie de le reconnaître, en fait parfois on est dans le déni. Alors oui, parfois c'est difficile, on en a parlé par rapport surtout à la question de la stigmatisation, c'est difficile de se dire « Ah, moi j'ai un problème de santé mentale ». Et donc ça freine pas mal l'accès aux soins, parce que en gros le phénomène c'est « Ah bah moi je suis pas fou, donc je vais pas demander des soins ». Alors que évidemment vous voyez bien, depuis tout à l'heure en fait on parle pas du tout de ça, mais c'est quand même un frein. Et donc il y a aussi de la stigmatisation sur les professionnels de santé et sur les structures de soins, avec l'idée que nous aussi on est peut-être des fois un peu bizarres, et donc ça peut aussi à notre échelle. Ça peut aussi freiner, et parfois il y a des idées reçues aussi autour du fait qu'on ne puisse pas se rétablir, ou autour du fait que de toute façon la seule solution c'est les médicaments, qu'on va vouloir donner des traitements à tout prix, ce qui n'est pas du tout non plus le cas, ni rarement les premières intentions, et donc oui, il y a ce frein là qui fait que les jeunes ont un peu de mal parfois à aller demander du soin directement. Cependant, il y a tout un tas de possibilités pour le faire, et c'est vrai que les proches peuvent aussi
aider ou les jeunes directement à faire la démarche et on peut venir avec un ami, avec son coloc demander du soin ou les proches, les parents peuvent aussi permettre de prendre conscience aussi parfois qu'il y a quelque chose qui est pas comme avant, quoi. Alors le temps file, donc je vais avancer hein. On a parlé des répercussions, hein. Vous avez déjà évoqué les répercussions les plus fréquemment rencontrées, c'était la question que j'allais vous poser en suivant. Donc en milieu scolaire, on a cité le milieu scolaire, milieu professionnel, peut-être on en a un peu moins parlé. Dans le milieu professionnel, on peut avoir des répercussions suite à cette dégradation de la santé mentale. En fait, ça va être un petit peu, je pense, des déterminants qui vont ressembler à ceux du milieu scolaire. Il peut y avoir des répercussions chez certaines personnes, mais qui vont dépendre de la sévérité des symptômes, mais pas que. Aussi de tout le soutien social, du milieu professionnel. Il y a des milieux qui sont quand même plus ou moins bienveillants, qui vont plus ou moins accompagner. Et puis, éventuellement, d'une prise en charge aussi, qui peut être un des autres facteurs, comme on se le disait. Mais quoi qu'il en soit, la présence d'un trouble psychique n'empêche absolument pas le travail. Et le travail dans la durée, le travail qui peut plaire et faire sens. Alors, encore une fois, on va le répéter, tout dépend également de l'accompagnement qui va être fait. Et c'est là que on va en arriver à parler de votre service. Alors, je vais y arriver, j'espère ne pas me tromper. L'équipe mobile soins intensifs et initiaux, c'est ça, l'EMSI2. C'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce service, comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, MC2, c'est donc une équipe mobile, ça veut dire qu'on fonctionne, on va voir les jeunes là où ils sont, là où ils veulent bien nous rencontrer, donc ça peut être à la maison, souvent c'est dans les résidences Crous, ça peut être à un café, ça peut être chez leurs parents, ça peut être dans un parc, là où ils sont OK pour nous recevoir. En fait, on va s'occuper spécifiquement des jeunes entre 16 et 30 ans qui montrent les signes d'une entrée dans un trouble psychiatrique chronique, et donc notamment des symptômes psychotiques. Et alors c'est quoi ces symptômes ? C'est par exemple des idées bizarres, des impressions de déjà-vu, des sensations qui changent, des interprétations, de la méfiance, des choses qui changent par rapport à d'habitude sur un peu dans ces registres-là, et qui peuvent annoncer l'entrée dans un trouble psychiatrique chronique. Et donc nous on propose une prise en charge un peu intensive, c'est-à-dire qu'on peut aller voir les jeunes et on va pas forcément arriver avec nos médicaments et nos blouses blanches, hein. On arrive au contraire avec des propositions de prise en charge beaucoup plus larges et pour justement éviter les ruptures. Et donc on va favoriser le maintien dans le milieu scolaire, le maintien dans la vie sociale, dans la vie familiale, et tout ça, ça va être des facteurs de protection pour justement éviter l'entrée dans ces troubles. Donc on est là aussi en prévention finalement. Alors, je retiens deux termes, les deux derniers termes que vous avez utilisés, la protection et la prévention, c'est vraiment ce qui est le cœur de votre service, si je comprends bien. Et ça fait partie des missions tout à fait qu'on utilise, puisqu'on a un service dit d'intervention précoce avec cette idée justement d'intervenir le plus tôt possible pour prévenir, alors si ce n'est l'entrée dans le trouble, du moins tous ces retentissements, toutes ces répercussions. Alors, justement, parlons un petit peu des moyens qui sont mis en œuvre, notamment par le centre hospitalier Charles Perrins. Quels sont-ils ? Alors, on a des services un peu transversaux, c'est-à-dire qui concernent finalement la population générale, mais qui vont aussi beaucoup servir aux jeunes, comme le numéro d'appel pour le suicide, donc le 3114. Et puis, on a aussi un service qui s'appelle Question Psy, qui permet en fait de se repérer dans l'offre de soins, parce que la lecture est pas toujours très facile. Et donc, ces deux services-là, déjà, ils peuvent aider à se repérer, ils peuvent aider à avoir des réponses dans des situations particulières. Et ensuite, sur le pôle de psychiatrie générale et universitaire où nous travaillons, en fait, il y a une offre de soins, comme je vous disais tout à l'heure, qui est dédiée aux jeunes à l'âge de transition et qui comprend plusieurs dispositifs. Il y a une consultation délocalisée à l'espace santé étudiant qui va concerner les étudiants, et donc on a des professionnels qui travaillent directement là-bas. On a aussi une structure ambulatoire qui va proposer des prises en charge plutôt à visée psychosociale, donc des groupes d'affirmation de soi, de gestion du stress, des choses comme ça, qui s'appelle R2J et qui, elle, se trouve à Mérignac. Et puis, il y a notre équipe mobile donc, qui s'occupe des jeunes qui présentent les premiers signes de troubles psychiatriques et qui peut se déplacer à la maison. Et donc ça, c'est très pratique aussi pour les jeunes qui ont du mal à sortir de chez eux, qui sont très repliés. Vous alliez rebondir peut-être ou
Non, c'était pour compléter aussi sur le fait que par rapport à notre équipe à nous, on intervient dans un réseau national qui s'appelle le réseau Transition. Voilà, et qui recoupe tous les dispositifs comme MC2, mais à l'échelle du territoire national, et qui ont un site d'ailleurs accolé à ce réseau qui s'appelle le site Santé Psy Jeunes, sur lequel il y a énormément d'informations concernant la santé mentale des jeunes, dont un questionnaire qui s'appelle Primo et qui permet un peu de faire le point sur la santé mentale en ligne. C'est gratuit, c'est anonyme et ça permet d'avoir des orientations vers des dispositifs du coup qui peuvent correspondre aux besoins de la personne. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait le tour des moyens qui sont mis en œuvre par Charles Perrin ? Apparemment, tout le monde me dit oui. Ah, c'est bon, donc on a fait le tour, on arrive, ça tombe très bien parce qu'on arrive au bout de cette émission. On va juste rappeler donc les différents sites internet sur lesquels vous pouvez aller. Bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur le site internet du centre hospitalier Charles Perrin. Il y a également donc le site internet Santé Psy Jeunes. Oui. Vous pouvez aller y jeter un œil. Vous pouvez aller. Maintenant, les ressources en information sont assez multiples sur internet, donc n'hésitez pas. Bon, on rappelle peut-être un numéro pour Charles Perrin, comment on fait pour contacter les services, comment on rentre en contact avec le centre hospitalier si on a besoin. De toute façon, tout est sur Internet, il me semble. Je pense que le plus simple, c'est de passer par Internet, sur lequel il y a les plaquettes de chacun des dispositifs avec les numéros dédiés. Voilà, donc n'hésitez pas, allez sur le site Internet, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires, et puis surtout, n'hésitez pas à parler, parce que je pense que ce qu'on doit retenir de cette émission, c'est qu'il faut parler, il faut communiquer, ça permettra d'aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup, Madame Josse, d'être venue dans les studios ce soir. Merci beaucoup, Docteur Bouvard, d'être venu nous parler de cette transition, de cette psychiatrie de la transition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Santé et Société avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. Et d'ici là, portez-vous bien.